Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors, dans le problème d'Elizur-Weidman, le dispositif est très simple. On a une source de photons qui arrive sur un miroir semi-transparent A. Les photons partent donc dans deux directions et ils se reflètent sur des simples miroirs B et C. Là, ils se rejoignent sur un miroir semi-transparent D, où ils sont transmis à un détecteur F ou un détecteur E. Il faut savoir que lorsqu'une onde lumineuse ou un photon se reflète sur un miroir, celui-ci subit un déphasage de 1/4 de longueur d'onde. Ici, le miroir est comme ceci, évidemment. Le photon subit un déphasage d'1/4 de longueur d'onde. Donc, si on regarde le trajet par A, C, E, le photon subit 3 réflexions. Il subit donc un déphasage de 3/4 de longueur d'onde. Par contre, s'il suit le trajet A, B, E, il ne subit qu'une réflexion et donc déphasé d'1/4 de longueur d'onde. Ce qui veut dire que les photons, l'onde lumineuse, lorsqu'elle se recombine ici, a deux composantes déphasées d'une demi-longueur d'onde. L'interférence est donc destructrice et il n'y a rien qui arrive au détecteur E. Par contre, pour arriver en F, par ici, il y a 1-2 réflexions, ou bien 1-2 réflexions. Les deux composantes sont toutes les deux déphasées d'une demi-longueur d'onde, et donc l'interférence est constructrice. Et donc, tous les photons envoyés arrivent en F. Plaçons maintenant en B un dispositif qui peut absorber le photon, ou tout simplement un obstacle qui peut arrêter le photon. Dans ce cas-là, les photons qui vont par AB sont bloqués. Par contre, ceux qui vont vers AC peuvent arriver en D, et à ce moment-là, ont une chance sur deux d'aller vers E et F. Comme plus rien ne vient par la branche supérieure, il n'y a plus d'interférence, et on a une chance sur deux, dans ce cas-là, de détecter le photon en E ou en F. Et donc, on dit que c'est une situation où ce qui aurait pu se produire en B, c'est-à-dire si le photon passe par là, il est absorbé, il est passé par C, donc il n'a pas été absorbé, mais ce qui aurait pu se produire, il aurait pu être absorbé, influence le résultat, à savoir qu'on peut détecter le photon dans le détecteur E. C'est également une situation où on a une mesure sans interaction. Parce que si le photon passe par C, on peut le détecter en E, et cela nous dit qu'il y a un obstacle en B. Obstacle avec lequel le photon n'a pas interagi, sinon il aurait été absorbé. Et donc, on en a une détection d'un obstacle sans avoir interagi avec lui. D'où le nom de mesure sans interaction. Ce genre de situation permet des petites histoires amusantes. Supposons que le gouvernement mette au point une nouvelle bombe, particulièrement puissante, très efficace, mais dont la fabrication est délicate. Parfois elle marche, parfois elle ne marche pas. Certaines bombes sont bien conçues, elles fonctionnent, d'autres sont mal conçues, elles ne fonctionnent pas. Il faut donc absolument les tester. Mais c'est bon pour deux caractéristiques. Alors, c'est un exemple totalement hypothétique, bien entendu. Si la bombe ne marche pas, et qu'on envoie un photon dessus, il passe à travers. Par exemple, on peut imaginer un dispositif de mise à feu, et qui passe à travers, et donc la bombe ne marche pas. Par contre, si la bombe fonctionne, le photon est absorbé, ce qui déclenche l'explosion de la bombe. On suppose également
que cette bombe très complexe et très fragile ne peut pas être testée autrement. Il n'y a pas d'autre moyen de faire le test. On la fait exploser avec un photon et c'est tout. Alors, pour la tester, on n'a donc qu'une seule possibilité, on envoie un photon dessus. Ah oui, mais si elle marche, elle explose. Et évidemment, on ne sait plus l'utiliser. Donc voilà un test qui n'est pas très utile. Donc l'idée est, plaçons la bombe ici. Si elle ne marche pas, les photons passent alors à travers. Comme dans l'expérience originale, les photons peuvent passer des deux côtés, il y a interférence, et on ne détecte les photons que dans F. En voyant toute une série de photons, on peut alors se convaincre que la bombe ne marche pas, et on peut la jeter. Si par contre, elle fonctionne, alors une fois sur deux, le photon va passer par là et la faire exploser. C'est raté, pas de chance, on l'a fait péter. Mais une fois sur deux, le photon va aller par là, et arriver là, il a une chance sur deux d'arriver en E. Et s'il arrive en E, on peut dire, ah ben voilà, on sait que la bombe fonctionne. Elle aurait pu absorber le photon, et le fait qu'elle ne l'a pas fait permet de détecter un photon en E, et donc de dire que la bombe fonctionne. Si le photon arrive en F, on ne sait pas trancher, mais on renvoie un deuxième photon, etc. Et on calcule, au-dessus d'une série, en faisant la somme des probabilités comme ça, on peut tester un tiers des bombes qui fonctionnent. Les 2 tiers des bombes qui fonctionnent explosent, et un tiers sont validés, fonctionnent, et on ne les a pas fait exploser. Ce qui est pas mal pour une bombe qui explose si on la teste. Donc voilà un résultat assez extraordinaire. Donc, ce résultat de la mécanique quantique est quand même assez incroyable. On peut détecter la présence de quelque chose, comme la bombe, sans interagir avec. Comment est-ce possible? Comment peut-on détecter quelque chose sans interagir avec cette chose? Pour mieux comprendre ça, alors, on va l'analyser par les états relatifs. Parce que le problème, c'est que on a mené un résultat typiquement de type interprétation instrumentale ou de Copenhague. On a supposé que le photon passait par une des branches. Parce qu'il a une chance sur deux d'aller par là, une chance sur deux d'aller par là. En réalité, le photon se retrouve dans un état superposé, même pas décohéré. Et c'est ce qui permet les interférences et l'absence de photons en E. Donc voyons un peu l'état complet, tel que décrit par les états relatifs. Notons psi, l'état du photon qui est émis par la source. Et on va noter un indice, X, pour dire il est passé par C, par B, par E, par F, etc. Et on rajoutera ici, plus par exemple un quart, pour dire il est déphasé d'un quart de longueur d'onde. Alors, après le passage de A, le photon qui va passer par B est non déphasé. Le photon qui va passer par C a dû se réfléchir sur le miroir, si A plus un quart. Ensuite, le photon qui passe par là peut arriver en E, si BE, ou bien aller en F. Pardon, il est réfléchi par B, donc il subit une réflexion, un décalage de un quart. Ou alors il peut aller en F, si BF, il a subi 2 réflexions, donc plus un demi. Plus la composante, pardon, ici c'est psi C évidemment, la composante psi C plus un quart, qui peut aller en F, si CF plus un demi, il a subi 2 réflexions, plus, en passant, en allant vers E, psi CE, plus 3 quarts.
il a subi 3 réflexions. Les composantes qui arrivent en E sont déphasées d'une demi-longueur d'onde. Ces 2 termes s'annulent. Et il ne reste que la composante photon qui arrive en F, qui est alors mesurée. Supposons maintenant qu'il y a un obstacle en B. Ici, ça reste le même. Après réflexion sur le micro-arc C et B, on va avoir psi C plus 1 demi. Il s'est réfléchi ici. Et là, on va noter juste B pour dire qu'il a été absorbé. Celui-là ne continue plus, évidemment. Il reste donc que psi CF plus 1 demi plus psi CE plus 3 quarts plus toujours notre composante photon absorbé. On a donc une arrivée en F ou en E avec une chance sur 2. Alors je n'ai pas noté les amplitudes. Normalement, celui-ci a une chance sur 2 et ceux-ci ont une chance sur 4. Donc il a une chance sur 4 d'arriver en F, une chance sur 4 d'arriver en E et une chance sur 2 d'être absorbé. Un tel état doit être interprété par les états relatifs. L'observateur constate le résultat, il entre en interaction avec lui, se retrouve dans un état superposé, et donc l'observateur ne voit qu'un résultat défini, E, F ou absorbé. Donc, ce n'est pas l'interaction qui aurait pu se produire qui fait que le photon A arrive en E, c'est plutôt l'inverse. C'est le fait que le photon passe par B qui fait qu'il y a une interférence destructrice et donc absence de résultat E. On peut dire le résultat normal avec un trajet est une chance sur 4 d'arriver en E, mais si on le fait passer par 2 endroits, il y a élimination d'une composante. De plus, ici, on a systématiquement l'état absorbé, il se produit toujours, simplement, l'utilisateur n'en a pas connaissance, ou pas toujours connaissance, parce que il est intriqué avec cet état et n'a connaissance que d'une partie du résultat. Par exemple, le fait que le photon arrive en E. La mécanique quantique donne des résultats étonnants. Et même avec les états relatifs, un tel résultat reste étonnant. Simplement parce que les états relatifs eux-mêmes sont étonnants. On parle de superposition d'états quantiques macroscopiques. Et plus encore, ici, on a une superposition entre un résultat mesuré et un état absorbé. Et donc ça reste étonnant. Mais sous cette forme, c'est tout de suite moins mystérieux. Il n'y a pas quelque chose qui ne s'est pas produit, mais qui a influencé parce que ça aurait pu se produire. C'est pas tout à fait ça. Voilà pour le problème d'Elizur-Feynman. Alors, il faut savoir que ce problème d'Elizur-Feynman n'a pas été réalisé. Il n'a pas été réalisé tel quel. Toutefois, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Ici, rappelons-nous notre bombe, une chance sur 3 de détecter qu'elle fonctionne bien. Et 2 chances sur 3 de la faire exploser. On peut faire beaucoup mieux que ça. Et l'expérience a réellement été réalisée. Alors, pas avec une bombe, évidemment, mais l'expérience correspondante, avec des photons, a réellement été réalisée. Et donc, ça, c'est ce que nous verrons. Alors là, nous ne ferons pas une analyse détaillée, mais cette expérience est assez étonnante pour être présentée. Et de plus, j'ai moi-même imaginé une expérience de pensée qui utilise ce système-là et qui donne des résultats assez surprenants. Nous verrons cela. Je vous remercie.